Le seuil ensanglanté. C'est étrange, commença Joyce Lamprière, mais cela ne me plaît pas beaucoup de vous raconter mon histoire. C'est arrivé il y a longtemps, il y a 5 ans pour être exact, mais cela n'a pas cessé de me hanter depuis. Sous un aspect superficiel, souriant et brillant, il se cache quelque chose d'épouvantable. Et le plus étrange, c'est que l'esquisse que j'ai peinte à l'époque est comme imprégnée de cette atmosphère. Au premier regard, c'est le simple croquis d'une rue escarpée de Cornouailles, inondée de soleil, mais si l'on s'y attarde, quelque chose de sinistre s'en dégage. Je ne l'ai jamais vendue, mais je la regarde jamais. Elle est encore dans un coin de mon atelier, tournée vers le mur. L'endroit en question s'appelle Rathole. C'est un drôle de petit village de pêcheurs, très pittoresque, trop pittoresque peut-être, plein de boutiques avec des jeunes filles en sarrau, coiffées à la Jeanne d'Arc, occupées à faire des enluminures. C'est charmant, c'est original, mais très conscient de l'être. Je sais quelque chose, grommela Raymond West. Maudits autocars. Si étroits que soient les chemins qui y conduisent, aucun village pittoresque ne leur échappe. Joyce hocha la tête. Les chemins qui mènent à Rathole sont en effet très étroits et aussi à pic que les murs d'une maison. Enfin, pour en revenir à mon histoire, j'étais allé passer 15 jours en Cornouailles pour y faire des croquis. Il y a une vieille auberge à Rathole, aux armes de Polarwith. On prétend que c'est la seule maison qui aurait résisté au bombardement des Espagnols en 1500 et quelques. Pas au bombardement, dit Raymond West, en fronçant les sourcils. Tâchez d'avoir une vue plus juste de l'histoire, Joyce. Quoi qu'il en soit, ils ont débarqué des canons quelque part le long de la côte, y ont mis le feu et les maisons sont dégringolées. L'auberge était un endroit merveilleux, avec une espèce de vieux porche construit sur 4 piliers. J'avais trouvé un excellent point de vue et je m'installai pour travailler quand une voiture descendit la route enlacée de la colline. Bien entendu, il fallut qu'elle s'arrêtât juste devant l'auberge, à l'endroit le plus gênant pour moi. Il en sortit 2 personnes, un homme et une femme. Je ne fis pas particulièrement attention à eux. Elles portaient une espèce de robe de toile mauve et un chapeau mauve. L'homme ressortit de l'auberge et, à mon grand soulagement, alla garer sa voiture un peu plus bas, sur le quai. Puis il repassa devant moi pour entrer à l'auberge, et juste à ce moment-là, une autre horrible voiture arriva, conduite par une femme, vêtue d'une robe en chintz, le plus tape-à-l'œil que j'ai jamais vu, imprimée de fleurs écarlates, je crois, et qui portait un chapeau de paille indigène, cubain, c'est ça, rouge vif. Cette femme n'arrêta pas sa voiture devant l'auberge, mais plus bas, sur le quai, derrière l'autre. Elle en descendit, et l'homme, en la voyant, poussa un cri de surprise. « Carole ! Par tous les saints du paradis, se retrouver dans ce trou perdu? Cela fait des années que je ne vous ai pas vu. Hello, Marjorie! C'est ma femme. Vous savez, il faut absolument que vous fassiez connaissance. » Ils remontèrent la rue côte à côte, tandis que l'autre femme sortait de l'auberge pour venir à leur rencontre. Je n'avais fait qu'entrevoir la dénommée Carole lorsqu'elle était passée devant moi, assez pour remarquer un menton poudré de blanc et une bouche flamboyante, et je me demandais, c'est une simple question, si Marjorie serait tellement enchantée de la voir. Je n'avais pas vu Marjorie de près. De loin, elle m'avait paru plutôt mal fagotée et extrêmement guindée. Évidemment, tout cela ne me regardait pas, mais on remarque parfois des choses bizarres et on ne peut s'empêcher de se faire des idées. D'où j'étais, seuls me parvenaient des brives de leur conversation. Ils envisageaient d'aller se baigner. L'homme, qui semblait se prénommer Dennis, voulait louer une barque pour longer la côte. Il y avait une grotte qui valait la peine d'être vue à environ 1 mille de là. Carole voulait bien voir la grotte, mais elle proposa de marcher le long des falaises et de l'aborder par la terre. Elle détestait les bateaux. À la fin, ils décidèrent que Carole prendrait le chemin de la falaise et les rejoindrait à la grotte, tandis que Dennis et Marjorie rameraient jusque-là. En les entendant parler de baignade, l'envie me vint de me baigner moi aussi. La matinée était chaude et mon travail n'était pas fameux. En outre, je pensais que la lumière de l'après-midi serait beaucoup plus belle. Je ramassai mes affaires et me rendis sur une petite plage que je connaissais, une découverte que j'avais faite juste à l'opposé de la grotte. Je pris un bain sensationnel, déjeunai de langue en boîte et de tomates, et rentrai l'après-midi pleine de confiance et d'enthousiasme pour mon travail. Tout Rathole semblait endormi. J'avais eu raison à propos de la lumière, les ombres étaient maintenant beaucoup plus expressives.
L'auberge des armes de Paul Arwith était le centre de mon dessin. Un rayon de soleil tombait obliquement et touchait le sol devant elle, produisant le plus curieux effet. Les baigneurs devaient être entrés sains et saufs, car 2 maillots, l'un bleu foncé et l'autre écarlate, séchaient au soleil sur le balcon. Je me penchai un instant sur mon dessin pour corriger quelque chose qui n'allait pas. Dans un coin, quand je relevai la tête, un personnage surgit comme par magie, était adossé à un pilier des armes de Paul Arwith. En juger par sa tenue, c'était sans doute un pêcheur. Mais il portait une longue barbe noire, et on ne pouvait pas rêver mieux si on cherchait un modèle de méchant capitaine espagnol. Je me mis à l'œuvre avec une hâte fébrile, craignant qu'il ne s'en aille, bien qu'à son air on eût pu croire qu'il était appuyé à ce pilier pour l'éternité. Il finit par bouger, mais par bonheur, j'avais eu ce que je voulais. Il vint vers moi et se mit à parler. Oh, pour parler, il parlait. « Rathol, dit-il, est un endroit très intéressant. » Cela, je le savais déjà, mais j'eus beau lui dire, je ne fus pas sauvé pour autant. J'avais droit à toute l'histoire du bombardement, je veux dire de la destruction du village, dont le propriétaire des armes de Paul Arwith avait été le dernier à périr, transpercé sur son propre seuil par la rapière d'un capitaine espagnol. Son sang avait jailli jusque sur le trottoir qui était resté taché pendant 100 ans. Tout cela était en harmonie avec l'atmosphère langoureuse et somnolente de l'après-midi. L'homme avait une voix doucereuse, avec malgré tout quelque chose d'assez effrayant sous-jacent. Il avait des manières obséquieuses, et pourtant je sentais percer la cruauté. Il me fit comprendre, comme jamais auparavant, l'Inquisition et les atrocités commises par les Espagnols. Tandis qu'il me parlait, j'avais continué de peindre, et je m'aperçus soudain que, prise par son récit, j'avais peint quelque chose qui n'existait pas. Sur les dalles blanches où tombait le soleil devant les armes de Paul Arwith, j'avais représenté des taches de sang. Il me sembla inouï que l'esprit puisse jouer des tours aussi extraordinaires à la main. Mais en regardant encore une fois l'auberge, j'éprouvai un nouveau choc. Ma main n'avait fait que peindre ce que mon œil voyait, des taches de sang sur les dalles blanches. Je les fixai un moment, puis je fermai les yeux en me disant « Ne sois pas stupide. En fait, il n'y a rien du tout. » Mais quand je les rouvris, les taches de sang étaient toujours là. Je me sentis soudain incapable de le supporter. J'interrompis le flot de paroles de mon pêcheur. Dites-moi, ma vue n'est pas très bonne. Ces taches de sang, on les voit encore sur le trottoir ?» Il me regarda gentiment, avec indulgence. « Pas de taches de sang aujourd'hui, madame. Ce que je vous raconte s'est passé il y a 500 ans. »« Oui, dis-je, mais maintenant, sur le trottoir. » Les mots s'éteignirent dans ma gorge. Je savais, oui, je savais qu'il ne verrait pas ce que je voyais. Je me levai et les mains tremblantes rassemblaient mes affaires. Sur cet entrefait, le jeune homme arrivé le matin en voiture sortit de l'auberge. Il regarda la rue d'un bout à l'autre d'un air perplexe. Sa femme sortit sur le balcon et en retira les maillots de bain. Il se dirigea vers sa voiture, puis, tout à coup, rebroussa chemin et s'adressa au pêcheur. « Dites-moi, mon brave, vous ne savez pas si la dame qui est arrivée dans l'autre voiture est rentrée ? » « La dame avec la robe pleine de fleurs ? Non, monsieur, je ne l'ai pas vue. Elle est partie vers la grotte par la falaise, ce matin. »« Je sais. Nous nous sommes baignés ensemble, puis elle nous a quittés pour rentrer, mais je ne l'ai pas revue depuis. »« Elle n'a pas pu mettre aussi longtemps. Les falaises ne sont pas dangereuses par ici, non ? » ?»« Tout dépend, monsieur, du chemin que l'on emprunte. La meilleure solution, c'est de prendre avec soi quelqu'un du pays. » Il voulait clairement dire quelqu'un comme lui, et il s'apprêtait à broder sur ce thème lorsque le jeune homme, lui coupant la parole sans cérémonie, retourna en courant vers l'auberge et appela sa femme sur le balcon. « Dis donc, Marjorie, Carole n'est toujours pas rentrée ? C'est bizarre, tu ne trouves pas ?» Je ne saisis pas la réponse de Marjorie, mais son mari poursuivit. « Tant pis, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous devons pousser jusqu'à Penrith. Tu es prête ? Je vais chercher la voiture. » C'est ce qu'il fit, et ils partirent tous les deux. Entre-temps, je m'étais reprise, déterminée à me prouver combien ridicules étaient mes fantasmes. Sitôt que leur voiture est disparue, j'allais examiner de près les dalles devant l'auberge. Il va de soi que je n'y trouvais pas la moindre trace de sang. Non, tout cela n'était que le fruit d'une imagination déréglée. Cependant, cela ne faisait que rendre la chose encore plus effrayante.
J'étais encore planté au même endroit quand j'entendis la voix du pêcheur. Il me regardait avec curiosité. « Vous pensiez avoir vu des taches de sang ici, madame ?» J'acquiesçai. « C'est très curieux, très curieux. On dit dans le pays que si quelqu'un voit ces taches de sang... » Il s'arrêta. « Eh bien ?» Il poursuivit de sa voix doucereuse, à l'intonation de Cornouailles, mais à la prononciation involontairement souple de quelqu'un de cultivé, et en n'utilisant aucune des tournures locales. « On dit, madame, que si quelqu'un voit ces taches de sang, il y aura une mort violente dans les 24 heures. » Quelle horreur! J'en eus froid dans le dos. Il poursuivit, encourageant. « Vous trouverez dans la chapelle une intéressante plaque commémorative, madame, à propos d'une mort... » Non, merci, dis-je avec fermeté. Je tournai vivement les talons et remontai la rue en direction du cottage où je logeais. Juste en arrivant, je vis la dénommée Carole revenir par le chemin des falaises. Elle se dépêchait. Contre le gris des rochers, elle avait l'air d'une espèce de fleur rouge vénéneuse. Son chapeau avait la couleur du sang. Je me secouai. Décidément, je n'avais que sang à l'esprit. Plus tard, j'entendis le bruit de sa voiture. Je me demandais si elle allait, elle aussi, à Penrithar, mais elle tourna à gauche dans la direction opposée. Je regardai la voiture grimper la colline et disparaître, et en quelque sorte, je respirais mieux. Rathol me parut retrouver sa paisible somnolence habituelle. « Si c'est tout, déclara Raymond West, comme Joyce s'arrêtait, je peux vous donner d'ores et déjà mon verdict. Indigestion, tache devant les yeux après les repas. » « Ce n'est pas tout, dit Joyce. Écoutez la suite. Je la découvris 2 jours après dans les journaux sous le titre de « Baignade fatale ». L'article relatait comment Mrs. Dacre, l'épouse du capitaine Dennis Dacre, s'était malheureusement noyée dans la crique de Landir, un peu plus loin sur la côte. Son mari et elle s'étaient installés là à l'hôtel et avaient manifesté l'intention de se baigner, mais un vent froid s'était levé. Le capitaine Dacre avait estimé qu'il faisait trop froid pour lui et s'était rendu en compagnie de quelques autres personnes de l'hôtel sur le terrain de golf voisin. Cependant, Mrs. Dacre avait déclaré qu'il ne faisait pas trop froid pour elle, et elle était partie seule vers la crique. Ne la voyant pas revenir, son époux s'inquiéta et descendit sur la plage avec ses amis. Ils trouvèrent ses vêtements par terre, près d'un rocher, mais il n'y avait pas trace de la malheureuse. On avait retrouvé son corps presque 1 semaine plus tard, renvoyé par la mer un peu plus bas sur la côte. Il portait une vilaine blessure à la tête, et on en déduisit qu'elle avait dû plonger dans la mer et se cogner la tête contre un rocher. Autant que j'ai pu le calculer, sa mort avait dû survenir juste 24 heures après le moment où j'avais aperçu les taches de sang. « Je proteste, déclara Sir Henry. Il ne s'agit pas d'un problème, mais d'une histoire de fantôme. De toute évidence, Miss Lemprière est un médium. » Mr. Petherick toussa, comme d'habitude. « Un point m'a frappé, dit-il, ce coup à la tête. Je pense que nous ne devrions pas exclure la possibilité de quelque chose de louche. Mais je ne vois pas sur quoi m'appuyer. L'hallucination ou la vision de Miss Lemprière est certainement intéressante. Cependant, je ne comprends pas très bien à propos de quoi elle nous demande de nous prononcer. » « Indigestion et coïncidence, dit Raymond. De toute façon, vous ne pouvez pas être sûr qu'il s'agissait des mêmes personnes. D'ailleurs, cette malédiction, ou qu'elle soit sur la façon dont vous choisissez de l'appeler, ne peut s'appliquer qu'aux habitants de Rathol. À mon avis, dit Sir Henry, ce sinistre pêcheur est mêlé à cette histoire, mais, comme M. Petherick, j'estime que Miss Lemprière ne nous a pas fourni beaucoup d'éléments. Joyce se tourna vers le révérend Pender qui secoua la tête en souriant. « C'est une histoire très intéressante, dit-il, mais je pense comme Mr. Petherick et Sir Henry que vous nous avez guère fourni d'éléments. » Joyce regarda alors Miss Marple avec curiosité. Celle-ci lui sourit. « Moi aussi, je pense que vous n'avez pas été tout à fait honnête, ma chère Joyce, déclara-t-elle. Bien entendu, pour moi, c'est différent. Je veux dire qu'étant une femme, j'accorde de la valeur aux vêtements. Mais ce n'est pas un problème qu'on peut honnêtement poser à un homme. Il a dû exiger un certain nombre de changements de tenue rapides, mais quelle horrible femme, et quel homme plus horrible encore. »
Joyce la regarda fixement. « Tante Jane, dit-elle, Miss Marple, je veux dire, je crois que vous connaissez vraiment la vérité. » « Ma foi, ma chère, c'est beaucoup plus facile pour moi du fond de mon fauteuil que cela a été pour vous, d'autant plus qu'étant une artiste, vous devez être sensible aux atmosphères, n'est-ce pas? Assise ici avec mon tricot, je ne vois que les faits. » Les taches de sang dégoûtaient évidemment du maillot de bain suspendu sur le balcon. Et comme ce maillot était rouge, évidemment, les meurtriers ne s'étaient pas aperçus qu'il était taché de sang. « Pauvre petite !»« Pardonnez-moi, Miss Marple, intervint Sir Henry. Mais je suis toujours dans le noir, vous savez. Vous et Miss Lamprière, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, mais nous, les hommes, nous nageons toujours en pleine obscurité. » « Je vais vous raconter la fin de l'histoire maintenant, dit Joyce. Cela se passe 1 an plus tard. Je séjournais sur une petite plage de la côte orientale, et j'étais en train de dessiner quand j'eus soudain l'étrange sentiment de revivre une scène déjà vécue. 2 personnes, un homme et une femme, plantés sur le trottoir en face de moi, en accueillaient une troisième, une femme en robe de chine imprimée de fleurs écarlates. « Carole, par tous les saints du paradis, quel plaisir de vous retrouver après tant d'années. Vous ne connaissez pas ma femme, Joan? Je te présente une vieille amie à moi, Miss Harding. » Je reconnus l'homme sur le champ. C'était le même Dennis que j'avais vu à Rathwell. Sa femme était différente, c'est-à-dire c'était Joan au lieu de Marjorie, mais elle sortait du même moule, jeune, plutôt mal fagotée et guindée. Durant un instant, je crus devenir folle. Ils commencèrent à envisager d'aller se baigner. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Sans perdre une seconde, j'ai foncé au poste de police. Ils penseraient probablement que j'avais perdu la tête, mais tant pis. Il se trouve que tout alla bien. Il y avait justement là un homme de Scotland Yard spécialement venu pour cette affaire. La police, c'est horrible de parler de ça, soupçonnait Dennis Dacre. Ce n'était pas son vrai nom. Il en changeait au gré des situations. Il se liait toujours avec des jeunes filles, généralement plutôt tranquilles et guindées, sans parents ni amis. Il les épousait, puis il les assurait sur la vie pour de grosses sommes, et alors... c'est horrible. La dénommée Carole était sa vraie femme, et la méthode était toujours la même. C'est cela qui les a perdus. Les compagnies d'assurance ont conçu des soupçons. Dacre arrivait avec sa nouvelle épouse dans une petite station balnéaire, puis Carole faisait son apparition, et ils partaient tous se baigner ensemble. Là, on tuait la femme. Carole mettait ses vêtements et revenait en barque avec Dacre. Puis il quittait les lieux après s'être enquis de la prétendue Carole, et sitôt hors du village, Carole remettait en hâte ses vêtements flamboyants, refaisait son maquillage outrancier, retournait au village et en repartait dans sa propre voiture. Il se renseignait sur le sens du courant et la mort était censée se produire sur la côte dans la station balnéaire suivante. Reprenant le rôle de l'épouse, Carole descendait sur une plage écartée et abandonnait les vêtements de leur victime près d'un rocher et repartait dans sa toilette fleurie pour attendre tranquillement que son mari la rejoigne. J'imagine que lorsqu'ils ont assassiné la malheureuse Marjorie, un peu de son sang a éclaboussé le maillot de Carole. Mais celui-ci était rouge. Ils n'ont pas remarqué, comme l'a dit Miss Marple. Seulement quand ils l'ont suspendu sur le balcon, il a coulé. « Oh, je le vois encore, fit-elle en frissonnant. « Mais oui, s'exclama Sir Henry, je me souviens très bien maintenant. L'homme s'appelait en réalité Davis. J'avais complètement oublié que Dacre était une de ses nombreuses identités. Le couple était diabolique. Il m'avait toujours paru extraordinaire que personne n'ait jamais remarqué le changement. J'imagine, comme le dit Miss Marple, que les vêtements sont plus aisément identifiables que les visages. En tout cas, le plan était très intelligent, parce que même quand nous avons soupçonné Davis, il n'a pas été facile de lui imputer le crime. Il avait toujours un alibi inattaquable. « Tante Jane, dit Raymond en la regardant avec curiosité, « comment faites-vous? Vous qui avez mené une existence si paisible, rien ne semble jamais vous surprendre. »« En ce monde, je trouve qu'une chose en rappelle toujours une autre, » répondait Miss Marple. « Une certaine Mrs. Green, vois-tu, a enterré 5 enfants, et ils étaient tous assurés. Ma foi, cela a fini par éveiller les soupçons. » Elle hocha la tête. « Dans un village, la vie est souvent pleine de cruauté.
J'espère pour vous, mes enfants, que vous ne saurez jamais à quel point le monde est cruel.